la mère de ma femme m'a traité de bon à rien devant toute la famille. Elle mérite mieux, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête poliment et dit, tu as raison, maman. Et je suis parti seul. Le lendemain, à 11 heures, elle a reçu 3 SMS. Un de son avocat, l'affaire est conclue. Un de sa fille, je te déteste. Et un de moi, ne touche pas aux ordures. Ça a commencé comme tous les repas de famille gênants chez ma belle-mère. Le genre de réunion qui ressemblait moins à une célébration qu'à un bilan de mes échecs. Et pourtant, j'arrivais avec le même espoir fragile que j'avais porté pendant une demi-douzaine de fêtes. La salle à manger sentait la sauce frémissante et l'ambition sèche de la porcelaine polie jusqu'à ce qu'elle brille de façon accusatrice, et des roses dans un vase disposé avec la précision d'un bourreau. Cynthia Carvé présidait en bout de table, vêtue de son chemisier brodé et de son collier de perles. Des perles si parfaites qu'elles semblaient forgées par chacun des regards condescendants qu'elle m'avait adressés. Ma femme Miranda était assise à côté d'elle, les mains jointes sur ses genoux, le visage encadré par ces traits que j'avais autrefois adorés pour leur chaleur, mais qui, ce matin-là, semblaient gravés dans la pierre. Tandis que la conversation tournoyait comme des vautours attendant leur proie, je sentais ce serrement familier dans ma poitrine. Le rouge me montait au cou, signe que Cynthia avait commencé sa critique. Elle l'avait déjà fait. Des questions sur ma carrière et mes finances, comme si je fouillais dans des diplômes que je n'avais pas obtenus, comme si je les avais volés dans un rayon de déstockage, et l'insinuation omniprésente que j'étais, d'une certaine manière, indigne de la main de Miranda. J'avais répété mes réponses d'innombrables fois, mais ces répétitions s'évanouissaient dès qu'elle parlait. « Tu es un bon à rien, Malcolm », annonça-t-elle, sa voix résonnant si clairement sur les murs que j'imaginais ma propre incrédulité me revenir en retour. Ma fille mérite mieux. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une guillotine suspendue au-dessus de mon cœur. Le silence suivit, un vide qui pesait sur la pièce, et je regardai autour de moi, espérant trouver un allié. Le père de Miranda offrit un signe de tête compatissant. Les cousins échangèrent des regards inquiets, mais je ne vis que des visages impassibles, des nappes tachées d'un jugement invisible et des serveurs marchant sur la pointe des pieds, tels des témoins rongés par la culpabilité. Miranda serra plus fort sa tasse de thé, le bord en porcelaine claquant légèrement contre la soucoupe tandis qu'elle baissait les yeux. C'était un geste que j'avais appris à reconnaître, un repli plus profond sur le cocon des attentes de sa famille, une reddition plus cruelle que le venin de Cynthia. Et dans ce terrible instant, je fis un choix qui me parut à la fois inévitable et terrifiant. Je forçai mes lèvres à un doux sourire. Le genre de voix censé calmer une bête sauvage, et elle parlait avec un calme que je ne ressentais pas. « Tu as raison, maman », dis-je d'une voix posée. J'imaginais les mots se briser comme du verre dans la tension ambiante. Il n'y avait aucune excuse dans mon ton, aucune supplication, juste un aveu de défaite à ces conditions. Les commissures des lèvres de Cynthia se soulevèrent, triomphantes, comme si elle venait de remporter la victoire dans un grand tournoi de prestige. Miranda ne broncha pas. Elle baissa simplement davantage les yeux, comme si le monde au-delà de ces murs pouvait lui offrir un peu de répit. Je me levai lentement, laissant mon manteau glisser du dossier de ma chaise. Mes mouvements étaient délibérés, mesurés, comme un homme qui comprend précisément ce qu'il fait, mais préfère faire semblant du contraire. Chaque pas qui m'éloignait de la table me donnait l'impression de perdre une couche de peau, exposant mes nerfs à vif à l'air froid du couloir. Ma respiration était régulière, mon pouls calme sous le tissu ajusté de mon costume. Je ne pouvais pas me permettre le luxe de la colère. Ni alors, ni encore. La colère trahirait le véritable plan que j'avais nourri en secret, celui qui n'avait rien à voir avec des excuses ou une seconde chance. J'atteignis la porte d'entrée et m'arrêtai, jetant un coup d'œil aux fenêtres d'où les occupants de la table pourraient m'apercevoir. À cet instant, je compris qu'ils ne me verraient jamais sortir. L'air me mordit les joues, un rappel brutal que la vie continuait au-delà du royaume des cruautés mesquines de Cynthia. Je resserrai mon manteau et inspirai profondément, savourant une liberté teintée de vengeance. L'agitation du quartier, le bourdonnement lointain de la circulation, les aboiements occasionnels d'un chien me semblaient la promesse que le monde n'était pas terminé. Il n'attendait que ma prochaine action. En m'éloignant, je laissai le silence s'installer, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme le début de quelque chose de bien plus puissant. Derrière moi, les rires reprirent, forcés et creux. Mais je ne les entendais plus. Mon esprit s'emballait déjà, dessinant les contours du plan que j'avais forgé dans les salles de réunion et les bureaux. Un plan. Cela allait transformer le dédain de Cynthia en perte. Seul dans la vive lumière matinale, je sentis un calme étrange m'envahir.
Je n'étais pas vaincu. Je m'éveillais. Le dernier petit déjeuner, comme je l'appellerai plus tard dans le récit que je conservais pour moi-même, n'était pas une fin, mais une ouverture. Derrière chaque insulte se cachait une invitation, et Cynthia venait de me tendre la sienne. Je boutonnai mon manteau, redressai les épaules et laissai la porte se refermer doucement derrière moi, scellant le chapitre de mon ancienne vie d'un léger clic. À cet instant, je compris que parfois, la réponse la plus puissante à un traitement de déchets est d'accepter ce titre, de laisser le silence devenir son arme et de s'en aller en souriant. L'histoire ne faisait que commencer, et j'avais l'intention d'écrire les pages suivantes à ma façon. On me prenait pour une muette parce que je n'avais rien à dire. C'était toujours le postulat. À voir la façon dont Cynthia et son entourage ricanaient lors des collectes de fonds ou des dîners de famille, on aurait pu croire que j'étais une muette avec un compte en banque qui s'accrochait à peine à la pertinence. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais. Ils se disaient ce qu'ils voulaient croire. C'est un financier de niveau intermédiaire, peut-être responsable des opérations ou de la gestion des risques, probablement en train de rédiger des documents pour une entreprise qui connaît à peine son nom. Et je les ai laissés croire cela. Qu'ils construisent leur château de condescendance sur du sable. En vérité, je n'avais pas besoin de parler. Je préférais écouter. On apprend mieux de la façon dont les gens vous parlent quand ils pensent que vous êtes inférieur à eux. Cynthia se considérait comme une reine et des perles flottant entre des galas de charité et des déjeuners de conseil d'administration où son nom de famille avait encore du poids. Carvermed Solutions était la fierté de sa famille. Une entreprise de santé autrefois pionnière en matière d'innovation, mais qui se laissait désormais porter par la nostalgie et l'arrogance des cols blancs. Elle pensait que l'héritage suffisait à la maintenir en vie. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais lu les comptes et c'est grâce à moi qu'ils n'étaient pas encore au point mort. Crimson Holdings, mon entreprise, était le genre de nom qui faisait rarement la une des journaux, mais qui les influençait en coulisses. Nous gérions plus de 300 millions de dollars de capital investissement répartis par le biais d'acquisitions discrètes et discrètes. Des injections de capitaux et des partenariats silencieux très sélectifs. Je les construis de zéro, pièce par pièce. En commençant par des nuits blanches, des nouilles ramen et des années d'insomnie après mes études supérieures, pendant que Miranda poursuivait encore son MBA et que sa mère la présentait comme une débutante. Pendant près de 6 mois, j'avais orchestré un investissement de 20 millions de dollars dans Carvermed Solutions. Non pas parce que je croyais en eux, mais parce que je voyais une opportunité dans leur chaos. Ils étaient en difficulté, boulot d'étranglement de trésorerie, infrastructures obsolètes, masse salariale pléthorique. Cynthia ne se rendait même pas compte qu'elle courtisait l'un de mes recruteurs depuis des mois. Il jouait le rôle d'un investisseur enthousiaste tandis que je l'observais dans l'ombre. Je voulais voir comment il traitait les personnes dont il pensait avoir besoin. Spoiler, pas très bien. Le plan était de tout finaliser au cours du prochain trimestre. Je resterais anonyme, masqué par des sociétés écrans, des communiqués de presse remplis de termes vagues comme « partenaire en capital stratégique ». Je détiendrais 37% de Carvermed et y placerais mes propres membres du conseil d'administration. Ce n'était pas le cas. Personnel jusqu'au petit déjeuner qui a tout changé. Assis à cette table, entendant Cynthia me traiter de bon à rien devant tout le monde, quelque chose a craqué. Ni de rage, ni même de tristesse. C'était plutôt une clarté, pure et froide. J'ai regardé Miranda. Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement Cynthia qui me sous-estimait. C'était la femme avec qui j'avais bâti ma vie. La seule personne qui aurait dû savoir. Celle qui m'avait vu bâtir Crimson Holdings depuis notre 2 pièces à Atlanta et qui laissait pourtant sa mère me parler comme si je mâchais la bouche ouverte devant sa table en acajou immaculé. Et le fait que personne à cette table n'ait bronché, qu'il soit resté assis là pendant que Cynthia essayait de m'étriper, le sourire aux lèvres. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis parti, mais je ne me suis pas éloigné. Non, partir implique de capituler. Ce que j'ai fait, c'est retourner à mon appartement. Oui, j'en avais pris un 2 mois plus tôt, au cas où. Je me suis servi un verre et je me suis assis. Sur le balcon, j'ai appelé mon avocat. Tobias Grant m'accompagnait depuis le début. Le genre de juriste capable de trouver une solution dans un labyrinthe et de se frayer un chemin à travers le ciment. Il a décroché à la 2e sonnerie. Quelque chose ne va pas. Je me retire de l'affaire Carvermed, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis il a dit, vous êtes sûr? La structure d'acquisition était serrée.
Nous étions sur le point de passer à l'examen final. Je me suis adossé à mon siège, les yeux rivés sur les lumières de la ville. Je ne sauve pas ceux qui me crachent au visage. Compris, a-t-il répondu. Tobias n'avait pas besoin de détails. Il me connaissait suffisamment pour savoir que je n'étais pas impulsif. Si je me retirais, ce n'était pas émotionnel. C'était stratégique. J'ai exposé le nouveau plan. Premièrement, nous dissoudrions discrètement la coquille vide. Pas de presse, pas de bruit, juste une annulation discrète de l'intention. Deuxièmement, nous préparerions une décharge légale de confidentialité afin que je puisse, si je décidais de me révéler comme l'investisseur que Carvé Med a perdu. Et troisièmement, nous préparerions un trio de des messages à envoyer à 11 h le lendemain matin. Un de lui, un de moi, et un autre, à ma demande, de Miranda. Elle ne le savait pas encore, mais elle le saurait. J'allais lui laisser le choix, car malgré tout, je voulais encore croire qu'elle avait du cran. Que peut-être, juste peut-être, elle se réveillerait et réaliserait que voir quelqu'un qu'on aime être humilié en silence est une trahison en soi. Après l'appel, je suis resté assis en silence. Le verre dans ma main s'est réchauffé. La ville bourdonnait en contrebas, indifférente et vivante comme toujours. Mais je me sentais différent, presque plus léger. Non pas parce que j'avais coupé les ponts avec Cynthia, mais parce que j'avais retrouvé ma voix. Elle n'était ni forte, ni dramatique, mais elle était décisive. Et pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de m'intégrer à leur monde. J'allais leur rappeler qu'ils vivaient dans le mien. C'était il y a des années, lors d'une collecte de fonds pour une association, que j'ai vu Miranda pour la première fois debout sous un lustre en cristal, la posture royale. Même parmi les mondains raffinés qui voletaient autour d'elle comme des papillons vers une flamme dorée. Elle portait une robe fourreau couleur de minuit et souriait comme si elle avait véritablement sa place à cet instant. Tandis que je flottais à la périphérie, vêtu d'un tailleur anthracite 2 fois moins cher, mais qui me semblait probablement 2 fois plus lourd. Je me souviens du silence qui s'est installé lorsqu'elle m'a présenté à sa mère sous le nom de Malcolm, mon fiancé. La façon dont son regard a croisé le mien, puis s'est emparé de chaleur, de conviction, comme si elle croyait en quelque chose que nous avions avant que le monde ne nous dise le contraire. J'y croyais aussi. Je croyais pouvoir construire une vie digne de cette présentation. Mais se tenir aux côtés de Cynthia Carvé à l'époque, c'était comme se tenir devant un jury qui avait déjà rendu un verdict de culpabilité. Son sourire était soyeux, ses paroles mesurées, toujours à la limite d'un seuil que je n'étais pas censé franchir. Lors de cette collecte de fonds, elle m'a tendu la main et a serré la mienne avec une grâce parfaite. Mais sa main portait le poids inexprimé du verdict et de la sentence. Je l'ai serrée en retour, certaine de pouvoir lui donner tort. 5 ans plus tard, j'ai compris que les lignées de sang ont leur propre valeur. Miranda et moi nous sommes rencontrés lors d'une conversation sur le programme de sensibilisation de l'association. Elle a parlé avec passion d'élargir l'accès aux communautés défavorisées. J'ai répondu avec des chiffres, des projections et des cadres logistiques. C'est la collision de son idéalisme et de mon pragmatisme qui a déclenché quelque chose qu'aucune de nous deux ne pouvait prévoir. Nous avons ri de l'étrangeté que nous devions avoir l'une pour l'autre. Elle parlait de rêves, moi les déconstruisais en graphique. Et pourtant, au cœur de ces échanges étranges se trouvait un pont vers quelque chose de plus profond. Au cours des mois suivants, nous avons échangé des courriels qui se sont transformés en dîners, des dîners qui se sont transformés en conversations nocturnes, et finalement une intimité à la fois exaltante et terrifiante. Dans le regard de Miranda, j'ai découvert une version de moi-même dont j'ignorais l'existence. Un homme capable de bien plus que des feuilles de calcul et des bilans. Quelqu'un capable de combiner compassion et ruse. Mais sa mère ne voyait qu'une partie de moi. Le mépris de Cynthia était d'abord discret. Des commentaires désinvoltes. Je lui ai parlé de mon éducation modeste, de mes questions sur la stabilité de ma carrière et des moqueries occasionnelles lorsque je contournais ces réunions de vacances pour des événements professionnels. Au début, j'ai laissé passer, convaincu que le temps et le succès lui permettraient de gagner son respect. J'ai investi dans la plantation de tomates familiales lorsqu'ils ont connu une mauvaise récolte. J'ai engagé des entrepreneurs locaux pour rénover leur résidence d'été. J'ai même organisé une séance de conseil bénévole pour le conseil d'administration de Carvé Med pendant une période de surveillance réglementaire. Chacun de mes gestes était un rameau d'olivier doré tendu vers elle, et chacun se refermait entre ses doigts parfaitement manucurés. Le message était clair. Quoi que je fasse, je resterai toujours l'outsider, le prétendant à sa table.
Ce qui était plus douloureux que les pics de Cynthia, c'était le silence de Miranda. Je les regardais échanger des regards chuchotés par-dessus les tables dorées du banquet tandis que je m'excusais pour passer un appel ou envoyer un email. Je l'imaginais me défendre, s'interposant entre nous comme un bouclier, mais elle ne l'a jamais fait. Elle a souri poliment au pic de sa mère, puis a laissé la conversation retomber sur ses émotions. Des sujets plus sûrs, son dernier projet, ses voyages, ses éloges. Je me disais que c'était une question de tact pour préserver l'harmonie familiale. Mais chaque fois que je voyais les commissures de ses lèvres se crisper, chaque fois que sa main se portait avec hésitation à sa gorge, je sentais le gouffre se creuser. Je l'aimais pour sa grâce sous le feu, pour la dignité avec laquelle elle supportait les insultes non désirées. Mais ce dont j'avais besoin, c'était d'une alliée, de quelqu'un prêt à se lever, ne serait-ce qu'un instant, et à prononcer mon nom avec fierté. Le point de rupture est arrivé à ce petit déjeuner fatidique. J'avais espéré, peut-être naïvement, qu'après des années passées à prouver discrètement ma valeur, Cynthia offrirait plus que du dédain, peut-être une lueur de respect, un hochement de tête réticent. Au lieu de cela, elle a rendu son verdict devant des œufs brouillés et un café tiède, assez fort pour que toute la salle absorbe chaque syllabe de ma destruction. Le silence de Miranda n'était alors pas de la délicatesse, mais de la complicité, tandis que je me levais de table en citant délibérément sa mère. « Tu as raison, maman. » Ce n'était pas un accord, mais un aveu de défaite, à des conditions que je refusais d'accepter. Je suis reparti de ce petit déjeuner physiquement indemne, mais intérieurement éveillé à une vérité que je ne pouvais plus ignorer. L'amour laissé sans protection est un amour non mérité. Ce soir-là, dans le silence de notre appartement, je me suis servi un verre de bourbon et j'ai contemplé le liquide ambré tourbillonner dans la faible lueur de la lampe. Miranda s'est agenouillée près de moi, les mains tremblantes, suppliant que les paroles de sa mère étaient une vaine mise en scène, que Cynthia ne pensait pas ce qu'elle disait. J'ai scruté son visage, ses yeux brillants de larmes, ses lèvres tremblantes, et je me suis demandé si elle se considérait elle aussi comme une victime. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me défendait jamais. Sa réponse, d'une voix brisée par l'incertitude, a été qu'elle ne voulait pas faire de scène. Mais une scène avait déjà été jouée. En choisissant le silence, elle s'est rangée du côté de l'oppression, a laissé le couteau s'enfoncer au plus profond de mon dos. Et à cet instant, j'ai réalisé la gravité de ma prochaine épreuve. Décision. Il ne suffisait pas de quitter la table de Cynthia. Il me fallait démonter la table elle-même. J'ai appelé Tobias Grant et lui ai présenté les documents qu'il allait rédiger, le retrait de la participation, la fin des engagements et une décharge me permettant de me démasquer comme l'investisseur silencieux. Mais coucher les mots sur le papier n'était que la moitié du chemin. L'autre moitié résidait dans le timing, la précision, le choix du silence, suivi de la révélation. J'ai programmé les déclencheurs pour 11 heures le lendemain matin. Des messages qui bouleverseraient le récit et donneraient au mot « poubelle » un nouveau sens. En terminant mon verre et en regardant les lumières de la ville clignoter au loin, je n'ai pas ressenti de regret, mais de l'euphorie. Le prix du silence avait été lourd. La perte de la défense d'une épouse, la trahison de rêves partagés. Mais la récompense, le véritable pouvoir, valait tous les sacrifices. J'ai décidé de laisser l'écho de mon silence parler plus fort que n'importe quel cri, de faire trembler le monde de Cynthia à sa propre table et de montrer à Miranda que se lever était une évidence. Pour quelqu'un qu'on aime, cela signifie ne jamais le laisser prendre un dernier petit déjeuner seul. L'air du soir dans le bureau de Tobias Grant sentait vaguement les registres reliés en cuir et l'encre fraîche. Une odeur que j'avais fini par associer aux jeux de pouvoir clandestins et aux ambitions inavouées. Tobias était assis derrière son bureau en acajou, dont la surface était méticuleusement organisée jusqu'à l'alignement de ses stylos plumes. Il leva les yeux de son ordinateur portable, le regard vif et inquisiteur sous ses lunettes à monture métallique. Sa présence calme contrastait fortement avec la tempête que je portais en moi. Je fermai la porte derrière moi, le léger clic résonnant comme un signe de fin. Cette réunion était le pivot autour duquel tout le plan allait basculer. Malcolm, salua Tobias d'un ton neutre, comme s'il ignorait l'ampleur de ce que j'allais déclencher. Je me glissai dans le fauteuil en cuir en face de lui, ajustant ma cravate, non par nervosité, mais pour me forcer à me confier. Tu as dit que c'était urgent. J'en suis sûr, répondis-je d'une voix ferme. Tobias connaissait ce ton. Cela signifiait j'avais déjà pesé le pour et le contre. J'ai décapuchonné mon stylo et l'ai posé sur le bureau, un signal tacite pour qu'il se prépare. Il a minimisé son écran et s'est penché en avant, les doigts croisés. J'ai rédigé 3 documents.
J'ai commencé à sortir un dossier en papier craft de ma mallette et à le lui glisser. Le premier était intitulé « Avis de retrait d'intérêt d'investissement », le deuxième « Résiliation d'engagement contraignant » et le troisième « Déclaration de confidentialité et information aux investisseurs ». Tobias a ouvert le premier, parcourant les paragraphes impeccables. « Tu te retires complètement » a-t-il dit en haussant un sourcil. « C'est propre. Pas de clause de réconciliation partielle ou de sortie progressive. » J'ai hoché la tête. Pas de compromis. CarverMed Solutions perd ses 20 millions de dollars et toutes les obligations qui y sont liées sont nulles et non avenues. J'ai marqué une pause et laissé le poids de l'ultimatum peser entre nous. J'ai construit cet accord en secret. Tobias, je contrôlais chaque variable. Maintenant, je choisis de rompre ce contrôle d'un seul geste décisif. Tobias a tapoté son stylo contre le dossier et la décharge de confidentialité. Mon regard n'a pas vacillé. Cela m'accorde le droit de révéler mon identité d'investisseur silencieux. Je veux avoir la possibilité de rendre public le récit pour le transformer de simple déchet à architecte de l'empire qui s'est enfui. Il a feuilleté le troisième document et l'a lu rapidement. Audacieux. Il a levé les yeux plissés de respect. Si tu fais ça, tu démantèleras instantanément l'influence de Cynthia. Mais tu sais ce que tu risques. Moi, si. Je me suis penché, la voix basse mais ferme. Elle mise sur l'anonymat. Elle pense avoir réécrit mon histoire ce matin-là au petit déjeuner. Elle se réveillera demain en croyant en être une. À midi, je lui montrerai qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu auquel elle ignorait jouer. Les lèvres de Tobias s'incurvèrent en un demi-sourire. Tu ne fais pas de théâtre, d'habitude. Ce n'est pas du théâtre, dis-je en me redressant. C'est de la précision. Le silence suffit jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Puis la révélation fait son œuvre. J'ai jeté un coup d'œil au deuxième document. Fin des engagements contraignants. Je veux que tout lien juridique et financier soit rompu, pas de clause de non-concurrence, pas de clause résiduelle, pas de possibilité d'investissement ultérieur. Compris, dit Tobias en repliant ses lunettes et en les posant. Je finaliserai ces signatures demain matin à 9h. Et tu as dit que tu voulais 3 messages programmés à 11h. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone et je le lui ai tendu. Je les ai rédigés. Un de toi à Cynthia annonçant que l'investissement est annulé. Un de Miranda à sa mère exprimant une séparation définitive et un de moi, une annonce succincte. 3 détonations synchronisées. Il examina les messages à l'écran. Tobias Cynthia, effet immédiat. Crimson Holdings se désintéresse des solutions CarverMed. Notre engagement est rompu. Miranda Cynthia, je te déteste. Ne me parle plus jamais. Malcolm Carvey, conseil d'administration de CarverMed et famille Carvey. Ne touche pas aux ordures. Il leva les yeux et croisa mon regard. Ta femme doit accepter d'envoyer ce message. Je l'ai déjà préparé, dis-je. Elle sait ce qu'elle doit faire. Tobias mit le téléphone sur écoute, fixant le calendrier. Une fois ces documents déployés, les conséquences seront rapides. Le cours de l'action chutera, les membres du conseil d'administration paniqueront et le secteur spéculera sans fin. La réputation de Cynthia se brisera en temps réel. Je lui ai permis un bref sourire. Bien. Qu'il se bouscule pour trouver des réponses. Qu'il se demande qui je suis. Quand ils reliront mes empreintes digitales à Crimson Holdings, il sera trop tard. Il verrouilla le téléphone et le reposa sur son bureau. Ces documents sont hermétiques. J'imprimerai les copies finales avec vos signatures numériques intégrées. Je vous les ferai parvenir par courrier à 9h et je veillerai à ce que les messages automatiques soient envoyés à 11h précises. Avez-vous besoin de mesures d'urgence supplémentaires? J'y ai réfléchi. Préparez un protocole en cas de violation. Si le conseil de Carvey tente de porter plainte pour mauvaise foi, je veux qu'une contre-demande soit immédiatement préparée. Diffamation et détresse émotionnelle. Je présenterai cela comme une réponse à l'incident du petit déjeuner. Ce n'est pas seulement une affaire. C'est une défense personnelle. Tobias hocha la tête, notant la chose. Compris. Autre chose? Je me levai et boutonnai ma veste. La tension dans la pièce se dissipa à mesure que le plan se concrétisait en action. Non, c'est tout. Je tendis la main. Tobias la serra fermement, le pacte scellé non par cérémonie, mais par nécessité. En sortant de son bureau,
le couloir me parut plus lumineux, l'air plus vif. Chaque pas résonnait d'impatience. Je retournai à ma voiture garée dans le garage souterrain. Le ronronnement du moteur était un compagnon bienvenu tandis que je naviguais dans les rues de la ville, le cœur calme, l'esprit concentré. Ce soir, je dormirais bien, sans cauchemar de confrontation. J'avais fait le plus dur, réglé tous les détails et engagé Tobias comme responsable et témoin. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Miranda assise à l'îlot central de la cuisine, ses doigts caressant le bord d'une enveloppe fermée que j'avais laissée sur le comptoir. Son expression était indéchiffrable, résignée peut-être, ou déterminée, a-t-elle levé les yeux à mon entrée, croisant les miens avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Vous avez signé les documents ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui », ai-je répondu en ôtant mon manteau. « Demain matin à 11h, tout change. » Ses lèvres tremblaient et elle hocha la tête comme si elle se préparait à une épreuve à laquelle elle ne pouvait échapper. « Je vais envoyer mon message. Je sais ce que j'ai à faire. » J'ai tendu la main et repoussé une mèche de cheveux de son front. « Merci. » Elle a eu un petit sourire triste de m'avoir laissé le choix. Et à cet instant, j'ai réalisé l'ampleur de ce que nous allions vivre. Nous étions sur le point de déchaîner nos passions, non seulement sur Cynthia, mais aussi sur nous-mêmes. Le silence avait été notre refuge, mais il s'arrêtait là. Demain. Nos voix annonceraient un règlement de compte. Les dés étaient jetés et rien ne pourrait inverser l'élan que nous avions amorcé. Je me tenais aux côtés de Miranda dans cette cuisine silencieuse, le compte à rebours commençait, le cœur prêt à la symphonie de conséquences que nos décisions composeraient. Ce soir-là, Miranda rentra tard, la lumière du couloir vacillant lorsqu'elle franchit la porte et ses pantoufles inégales, les épaules affaissées comme si elle portait le poids de chaque mot non dit entre nous. J'étais dans mon bureau à examiner des rapports pour une acquisition potentielle, mais le clic de sa clé me fit me retourner. Ses yeux étaient gonflés, cerclés de rouge, comme si elle avait passé des heures à fixer le plafond, les larmes s'accumulant au coin. Dans sa main, elle serrait un petit paquet de manteaux et d'écharpes, et je pouvais sentir la faible trace du parfum de sa mère accrochée à ses manches. Elle s'approcha de moi avec hésitation, comme si elle attendait une LC agrippée au mur plutôt qu'à mon étreinte. Elle ne le pensait pas, dit-elle, la voix tremblante au bord d'un sanglot. Maman ne pense jamais la moitié de ce qu'elle dit. C'est juste un drame pour ses amis. Elle s'essuya les joues avec la manche de son cardigan, puis leva les yeux. Je suis désolé, Malcolm. Mais les excuses restèrent coincées dans sa gorge, et elle déglutit difficilement, le regard perdu dans le vide comme si les mots eux-mêmes pouvaient briser quelque chose de fragile entre nous. Je me suis levé et j'ai comblé la distance, mon cœur se serrant dans des nœuds de colère et de chagrin. J'ai tendu la main, mais au lieu de la toucher, j'ai laissé ma main flotter dans le vide. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» ai-je demandé doucement, même si je sentais le tremblement dans ma voix. La question ne concernait pas seulement le petit déjeuner. Elle concernait chaque instant où elle était restée là, laissant Cynthia me saper. Chaque silence qui s'était installé entre nous jusqu'à devenir un gouffre. Elle se mordit la lèvre et cligna des yeux, les larmes coulant à flots. « Je ne voulais pas faire de scène, dit-elle. » Murmura-t-elle. « Tu sais comment elle est en public. C'est toujours à moi d'arranger les choses. » Je pensais que si je restais silencieux, ce serait plus vite fini. Elle baissa la tête et se blottit dans un coin du canapé en cuir, comme si se replier sur elle-même pouvait lui offrir une certaine protection. Je m'affaissai face à elle, croisant les mains sur mes genoux. La lueur vacillante de la lampe projetait des ombres sur son visage, illuminant les lignes de tension qui s'y étaient installées au fil des années de déception. Cette scène était déjà jouée, dis-je doucement. Par elle pour une audience, par toi pour ton silence. Son regard croisa le mien, et dans son reflet, je vis le choc de la culpabilité et de l'impuissance. Elle tendit alors la main vers moi, comme pour combler la distance que j'avais créée. Mais je tressaillis. Non pas que je ne la désirais pas, mais parce que je ne pouvais pas la laisser entrer tant qu'elle n'aurait pas compris la profondeur de ce qu'elle avait permis. Elle retira sa main et la serra sur ses genoux. Je pensais que ce serait plus doux, murmura-t-elle, de la laisser glisser plutôt que de la faire souffrir davantage. Sa voix se brisa. J'avais tort. Je fermai les yeux un instant, inspirant profondément. La douleur me rongea les côtes, mais en dessous se cachait une étrange euphorie. J'avais déjà tout mis en branle. Mon avocat enverrait les avis de rétractation à 11h. Mes messages exploseraient le lendemain matin et leurs conséquences bouleverseraient le monde de Cynthia en quelques heures.
Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je penchai la tête et l'observai, traçant les traits familiers de son visage que j'adorais. La courbe de sa pommette, l'arcade sourcilière, le creux délicat de son menton. Je réalisai que tout cela était teinté de regret. Son regret, le mien, et un regret plus profond que nous ne pouvions l'exprimer. Je ne te déteste pas, dis-je enfin d'une voix basse et sincère. J'ai juste besoin de savoir que tu es de mon côté. Je vis ce besoin se dessiner sur son expression, une lueur de compréhension naissant dans ses yeux. Elle hocha lentement la tête avec détermination, comme si elle se faisait une promesse indéfectible. Je le suis, dit-elle. Je le ferai. Son ton était ferme, et pour la première fois depuis des mois, je sentis la barrière entre nous s'adoucir. Mais même si le soulagement envahissait ma poitrine, je sentais la gravité de notre prochaine étape. Elle devait choisir. La loyauté envers les illusions de sa mère ou l'allégeance à l'homme qu'elle avait épousé. Nous étions assis ensemble dans le silence de notre salon, l'horloge approchant minuit, chaque battement de cœur résonnant dans le silence comme pour répéter le moment qui allait suivre. Je me levai et m'approchai de la fenêtre, écartant le rideau. Dehors, les lampadaires projetaient des flaques de lumière dorée sur le trottoir. Le monde au-delà de nos murs semblait paisible. Ignorant les secousses qui traversaient nos vies, j'appuyai mon front contre la vitre froide et fermai les yeux, me concentrant sur le plan que j'avais élaboré. À 11h le lendemain matin, Cynthia recevrait la mise en demeure de Tobias. Quelques instants plus tard, mon message soigneusement rédigé arriverait dans les boîtes mail de sa famille. Ne touchez pas aux ordures. Et entre-temps, Miranda enverrait ses derniers mots à sa mère. Je te déteste. Ne me parle plus jamais. Je me suis retourné et je l'ai vue debout derrière moi. Elle a posé une main ferme et chaleureuse sur mon épaule. Nous allons affronter la situation ensemble, a-t-elle dit. Elle semblait plus âgée, endurcie par l'amour et la perte. Et à cet instant, j'ai su qu'elle avait franchi la ligne de l'observatrice silencieuse à la participante active. J'ai hoché la tête et l'ai prise dans mes bras. Nous sommes restés ainsi un long moment, serrés l'une contre l'autre comme pour conjurer les conséquences que nous allions déclencher. Je sentais son souffle calme contre mon cou, une encre silencieuse dans la tempête que nous allions provoquer. Le regret persistait entre nous. Oui, mais à côté de lui brûlait une nouvelle résolution. Nous aborderions demain côte à côte, non pas en victime et en spectateur, mais en allié dans un jugement qui changerait tout. Et tandis que je la serrais dans mes bras, j'ai murmuré « Merci ». Elle s'est reculée, essuyant une larme sur ma joue. Merci de m'avoir laissé faire. La nuit s'est prolongée, et j'ai pensé aux échos du regret qui nous suivrait jusqu'à l'aube. Mais aussi j'ai ressenti quelque chose d'autre, une lueur d'espoir, allumée par la vérité et la promesse de justice. Dans l'air feutré de notre maison, nous nous sommes préparés en silence à la tempête qui éclaterait aux premières lueurs du jour. L'écho du regret serait bientôt noyé par le grondement des conséquences, et nous l'affronterions ensemble, sans crainte. J'étais assis derrière le bureau en acajou de mon bureau. Les chiffres rouges de l'horloge numérique affichaient 10h59 dans la douce lumière matinale, à travers les baies vitrées. La ville vibrait au rythme des taxis routiniers descendant l'avenue. Les joggeurs traçaient des sentiers impeccables le long du parc. Les lumières du bureau s'allumaient comme des lucioles réticentes. J'aimais ces matins-là. Ordonnés, prévisibles, le calme avant la tempête que j'avais imaginée. Mes doigts planaient sur ma tablette où 3 brouillons de messages étaient programmés pour être envoyés à 11 heures précises. Je pinçais les lèvres et me penchais en arrière, les mains croisées sur ma poitrine. Tout était en place. Le timing, la formulation, la livraison. À 11 heures, le monde changerait. 10 secondes sont restées. Ma fréquence cardiaque a repris, pas par anxiété, mais à partir de l'anticipation. J'ai regardé le rythme des secondes collées vers le haut sur l'horloge murale. 10 colle 59 colle 50 10 à 59 à 55. Sous mon extérieur composé, une impulsion d'extération a bondi. J'avais orchestré cela au cours des jours et des nuits, rédigeant des documents juridiques avec Tobias, répétant impossible le calme pour Miranda, calibrant chaque mot de ses messages. Je n'avais pas autorisé une seule variable à glisser. À la table du petit déjeuner, j'avais porté une défaite en tant que masque. Mais maintenant, je le déshabillerais. Mon moment était là. À 11 heures, 3 carillons résonnaient du haut-parleur de mon téléphone. Notifications affirmatives selon lesquelles les messages avaient été mis en ligne. J'ai exploité l'écran de la tablette pour confirmer. Tout d'abord,
le message de Tobias. Un avis formel à Cynthia Carvé réduisait notre investissement dans Carvé Med Solutions. Son ton était clinique, impartial, avec effet immédiat. Crimson Holdings retirait l'engagement de financement. Ensuite, le message de Miranda à sa mère. Trainworth qui portait le poids des années. Je te déteste. Ne me parlez plus jamais. Et enfin, mon message, émoussé et sans fioriture, adressé à la famille et au conseil d'administration de Carvé. Ne plaisante pas avec les ordures. Je l'ai lu une fois, savourant la piqûre de chaque lettre. Une minute s'est écoulée dans un silence tendu. Puis mon téléphone a bourdonné de la réponse de Tobias. Confirmé. Cynthia répond. Je me suis permis un petit sourire. Je m'attendais à des retombées immédiates dans la salle de conférence. Des conseils juridiques déchirant leur collier, des indices boursiers plongeants, des investisseurs exigeant des explications, mais ce qui m'a pris au dépourvu, c'est l'élément humain. Miranda a galvanisé au-delà de tout ce que j'avais prévu. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Miranda appelle, puis un deuxième appel. À 11h02, un troisième. Le quatrième appel entrant a éclairé le nom de son amie Hila. J'ai répondu à l'appel d'Hila avec un seul clin d'œil à mon assistant. Hila, dis-je. Sa voix est passée, tremblant d'excitation. Malcolm, votre femme est dans la maison de sa mère en ce moment. Elle s'est présentée il y a 10 minutes, et oh mon Dieu, elle déchire Cynthia. Je ne l'ai jamais entendue parler comme ça. J'ai pressé mes lèvres dans une ligne serrée. Hila, merci. Tenez-moi au courant. J'ai raccroché et expiré, réalisant que le silence de Miranda avait été remplacé par une fureur juste. La vue de sa position devant Cynthia, finalement non filtrée, a déclenché quelque chose en moi que je ne m'attendais pas. Fierté. À 11h04, ma boîte de réception a débordé. Un par un, des messages ont cinglé des membres du conseil d'administration exigeant des explications. Que s'est-il passé? Est-ce réversible? Veuillez conseiller. D'autres ont bourdonné des analystes du marché prévoyant que les médicaments de sculpture diminuent. Les gros titres n'avaient pas encore frappé les fils, mais les chuchotements dans les salles de trading se cristalliseraient bientôt dans les nouvelles. J'ai ouvert un canal sécurisé à ma tête des communications. Rédiger une déclaration. Crimson Holdings regrette la nécessité de retirer le financement et souhaite que Carvé Med le meilleur. Mettre l'accent sur le réalignement stratégique. Libération à midi. Mon assistant a hoché la tête et a commencé à taper. J'ai ensuite ramené mon attention sur la vague de retombées personnelles. À 11h05, la première des dizaines d'appels manqués de Miranda a allumé mon téléphone. Je les laisse sonner. Puis plus de textes sont arrivés. Certains de sa sœur, certains d'étrangers sur les réseaux sociaux qui avaient déjà divulgué des fragments du message de Tobias. J'ai réalisé que la tempête avait pris sa propre vie. Les chuchotements que j'avais cultivés rugissaient maintenant comme des incendies de forêt. Le sourire silencieux de la victoire de Cynthia ce matin-là s'était évaporé, remplacé par le tapotement effréné de ses doigts sur des tasses à thé en porcelaine, ses yeux dardant la même salle à manger où elle m'avait prononcé une autre fois. Et Miranda, mon partenaire dans la vie et la stratégie, avait livré son arme secrète, une vie de mots qu'elle n'avait jamais prononcés, maintenant déchaînée dans une seule salvo impitoyable. Je me tenais, lissant l'avant de ma veste de costume, et est entré à la fenêtre. La ville en dessous s'est effondrée, inconsciente des changements tectoniques de la famille Carvé. Un chauffeur de taxi a hué un piéton. Un promeneur de chiens a amassé sa charge à travers le passage pour piétons. Et quelque part dans la maison de ville en briques rouges où Cynthia a toujours plu, la voix de Miranda retentit. Je l'ai imaginé dans ce couloir avant, un imperméable à moitié, les yeux flamboyants, les bras faisant un geste comme un chef d'orchestre à une symphonie de vérité. J'ai ressenti un triomphe et une tendresse. Soulagement qu'elle avait perdu sa honte. Fierté qu'elle avait trouvé sa voix. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un message de Miranda. Je l'ai ouvert à des mots simples. Je suis avec toi. Ma poitrine s'est resserrée. J'ai tapé, merci. Puis j'ai fermé les yeux et je me suis permis d'un moment pour savourer la cadence de la justice en mouvement. Le silence avait été mon arme jusqu'à ce moment précis. Puis la révélation a pris le relais. Le monde m'appellerait impitoyable. Je l'appellerais résolu. Ce qui comptait, c'est que le royaume de Cynthia de condescendance avait une pièce brisée par une pièce fragile. À 11h07, le chef des communications est revenu avec un projet de communiqué de presse.
J'ai jeté un coup d'œil aux premières lignes, neutres, concises, délibérées. J'ai exploité l'écran, publié. Une nouvelle vague de mai à pinger avec des questions, mais je les laisse attendre. C'était notre heure. J'ai tiré mon téléphone de ma poche et pour la première fois depuis des semaines appelé Miranda. Il a sonné 2 fois avant de reprendre. Sa voix est devenue douce mais inébranlable. Je l'ai fait. J'ai souri et expiré. Nous l'avons fait. J'ai corrigé la voix basse. Maintenant, voyons ce qu'ils font ensuite. J'ai terminé l'appel et regardé la ville une fois de plus, respirant son rythme constant. À 11. H00, tout a changé. Et à ce moment précis, 5 minutes plus tard, je savais que notre refus de rester silencieux avait réécrit le script. Le silence pourrait être une faiblesse pour certains, mais aujourd'hui, il a annoncé le début de notre calcul. Le soleil de l'après-midi avait à peine atteint son zénith lors de l'appel d'Ila est venu. Une explosion de statique et d'urgence qui traverse le bourdonnement régulier de mon bureau comme une lame déchiquetée. Je passais en revue les projections pour une fusion lorsque mon téléphone a vibré avec insistance. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai lu Lila avant de répondre. Sa voix était une ruée d'excitation et d'incrédulité. Malcolm, vous devez entendre cela. Miranda déchire votre belle-mère en ce moment. J'ai pressé mes doigts vers mon temple, sentant le pouls de l'adrénaline qui m'avait transporté à travers des mois de complot minutieux. Continuez, dis-je, dispensé à la voix irrégulière. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ce que vous avez prévu. Le cuir chevelu. Texte paniqué des investisseurs. Et étonnamment, une vague de messages de pairs de l'industrie. Les journalistes reniflaient déjà. J'ai exploité une directive rapide à ma tête des communications. Veille. Pas de commentaires officiels jusqu'au communiqué de presse de demain. Ce sont des retombées brutes. Laissez-le jouer. Mon assistant, ressentant mon passage du stratège au chef d'orchestre du chaos, a tenu la porte ouverte. Je me dirigeai vers la fenêtre et baissa les yeux vers la rue où les taxis ont viré vers la circulation de midi et les piétons se promenaient sans soin. Le calme de la ville contrastait fortement avec la tempête que j'avais déclenchée dans les salons et les salles de conférence. En quelques minutes, le premier email de Cynthia est arrivé. Ligne d'objet Kurt, votre femme. Ces paroles ont été coupées et formelles, une demande d'explication, des menaces de litige voilées et une suggestion que j'étais mentalement déséquilibré. Je me suis permis un petit sourire sans humour. Elle avait finalement brisé le caractère. Pas de perles de sagesse, seulement une outrage fragile. J'ai transmis l'email à Tobias avec une note. Réclamation de comptoir de diffamation préparée. Rédiger également un amendement majour force pour le retrait des investissements. Rendre agressif. Tobias travaillerait son alchimie légale pendant que je gérais l'élément plus volatile, la dynamique familiale. Sur mon bureau, il était ouvert le 3e document de Tobias, celui qui m'a accordé le droit de révéler mon rôle d'investissement. Il semblait maintenant le moment de le manier. J'ai cliqué sur le fichier chiffré et déverrouillé l'instruction d'ouverture. Produit jury oral inter. Il m'a déclaré l'architecte caché du financement de 20 millions de dollars que Cynthia avait courtisé si avec impatience pour me repousser au petit déjeuner. J'ai copié le texte et rédigé une note interne au conseil d'administration de Carvé Med et aux conseillers principaux de la famille, une déclaration officielle de mon identité en tant qu'investisseur qui s'est retiré. Je l'ai signé numériquement et j'ai frappé send. Immédiatement, le mémo a piété dans chaque boîte de réception du répertoire de l'entreprise et plusieurs adresses personnelles des membres de la famille Carvé. La réaction a été instantanée. Mon téléphone a éclaté avec des notifications, des emails, des SMS et même des appels manqués de journalistes qui avaient été informés par des sources anonymes. Les titres ont commencé à se former. L'investisseur mystère a été démasqué. A révélé le partenaire silencieux de Carvé Med. Billion Doll retrale chaque site Care Giant. Family. Carvé Matriarche fait face à une exposition humiliante. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, absorbant le crescendo du chaos que j'avais orchestré. C'était le moment où j'ai conçu. Silence brisé par la révélation. Pride perforé par l'exposition. J'ai ressenti le frisson familier du contrôle, mais aussi un pincement de quelque chose de moins bienvenu. Souci de Miranda. J'ai tapé mon téléphone pour l'appeler, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texte rapide. Ça va? Appelez-moi quand vous le pouvez.
La seconde s'étira en attendant sa réponse. Pendant ce temps, un autre appel est venu d'Iella. Malcolm, le conseil d'administration de Cynthia est en tumulte. Il demande pourquoi elle ne savait pas que vous étiez l'investisseur. Certains l'accusent de négligence. J'ai pressé ma paume vers le téléphone et fermé les yeux, imaginant la panique de Cynthia derrière le plaquage de son domaine familial. Sa chute serait rapide, les dommages de réputation, la chute du cours de l'action, les questions lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Je n'avais pas voulu détruire carrément Carvey, seulement pour s'assurer que leur gratitude était tempérée par le respect. Pourtant, j'ai reconnu la force que j'avais déclenchée. Un effet domino qui remodèlerait les carrières et les fortunes. À 14h15, un message est finalement arrivé de Miranda. Je suis en sécurité. Elle est furieuse, mais elle ne peut pas nier la vérité. Un soulagement m'a lancé. J'ai envoyé un texto. Bon. Nous nous regrouperons ce soir. J'ai fermé ma boîte de réception et je me suis tenu, mais entièrement. Le bureau était trop statique maintenant. J'ai glissé sur mon manteau et je me suis dirigé vers le hall, nécessitant de l'air et de la distance de l'épicentre de ce bouleversement. Dans l'ascenseur, j'ai pensé à la femme qui s'était une fois si tranquillement à côté de moi, craignant de confrontation. Aujourd'hui, elle était devenue mon allié le plus féroce, brandissant la vérité comme une épée. Je n'aurais pas pu apprécier sa férocité, mais j'en ai été reconnaissante. Les portes du hall se sont ouvertes sur une rue animée. Je suis entré dans le flux de piétons, le rythme urbain qui m'élabore. Chaque pas en avant ressemblait à un tour de victoire dans le monde des jugements de Cynthia. Pourtant, je savais que le travail était loin d'être terminé. Des escarmouches légales suivraient. PR Spin tenterait de contenir le récit, et certains membres du conseil d'administration pourraient chercher à sauver leur propre réputation en sacrifiant Cynthia au loup. Mais rien de tout cela n'a diminué ce triomphe. Le moment où le silence était rompu et la vérité a déclenché un calcul. Au moment où j'ai atteint ma voiture, le ciel s'était atténué à une douce lueur de l'après-midi. Je me suis assis derrière le volant et j'ai expiré, les yeux fermant un instant alors que le moteur au ralenti. J'ai pensé à ces mois que j'ai passés à construire Crimson Holdings, de la fin de nuit en fabriquant des modèles de profit, des sacrifices qui m'avaient amené ici, et j'ai réalisé que c'était plus qu'une vengeance. C'était la justice, mesurée et délibérée. J'ai commencé le moteur et je suis éloigné de là. Finance District. L'adrénaline fredonnant toujours dans mes veines. Le texte de Miranda attendait. Cette seule assurance qu'elle était avec moi. J'ai appuyé sur Send sur ma propre réponse. Aujourd'hui, nous avons tout changé. Et alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller, j'ai senti que les réverbérations de nos actions résonnent dans tous les coins du monde soigneusement construit de Cynthia. Certain que la vérité que j'avais dévoilée ne serait plus jamais réduite au silence. Carvermed a commencé à trembler quelques jours après les révélations du matin. Le bourdonnement régulier de ses opérations remplacé par une clameur d'incertitude et de récrimination. Au moment où j'ai rouvert ma boîte de réception ce lundi, les messages s'étaient empilés dans une petite montagne de scandales. Les analystes rétrogradaient le stock. Les membres du conseil d'administration se sont précipités pour des explications lors des réunions d'urgence, et le service juridique avait déjà rédigé une demi-douzaine de mémos pour couvrir la responsabilité. La fierté que Cynthia portait autrefois comme une armure avait craqué, et j'ai regardé les fissures se propager à la fois avec une fascination et une satisfaction tranquille. Cela a commencé avec le cours de l'action. Dans les 24 heures suivant le préavis de Tobias et mon divulgation en tant qu'investisseur retiré, l'évaluation de Carvey a chuté, une baisse immédiate de 12% qui s'est traduite par des centaines de millions d'essoufflements de l'estimation du marché de leur valeur. Les bots de trading automatisés ont déclenché des commandes d'arrêt et un effet d'entraînement à envoyer des tremblements par le biais de fonds spéculatifs et de portefeuilles institutionnels. Dans les salles de rédaction financière, le titre Invent Investor Utour chaque Healthcare Giant a circulé aux côtés d'un ticker de coche du déclin de l'action. Je me suis allongé sur ma chaise alors que je lis les rapports, laissant l'ampleur du quart de travail. Ce qui avait été autrefois une entreprise héritée stable ressemblait maintenant à un navire qui coule. Pendant ce temps, des sources internes ont fui à la presse que le moral était à un creux historique. La confiance de Cynthia, une fois décrite dans les minutes de salle de conférence brillante comme constante, a maintenant été étiquetée erratique dans les comptes d'initiés. Les employés ont chuchoté des rumeurs selon lesquelles les fonds de retraite avaient été gelés, selon lesquelles une expansion prévue d'Anti-Alt avait été interrompue en attendant le financement, et que les licenciements étaient imminents.
L'entreprise avait tiré de la stabilité, avec des décennies de croissance progressive. Maintenant, il faisait face à une crise d'identité. Chaque couloir résonnait avec incertitude. La porte de chaque exécutif portait le poids de la peur de quelqu'un. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence dans la salle de conférence sur les vers de la société. Son esthétique moderniste se sent maintenant froide et cassante. Tobias, en sa qualité de conseiller juridique, a rejoint l'appel en mon nom à présenter notre justification de retrait et à lutter contre les litiges potentiels. Sur le flux vidéo en sourdine, j'ai regardé les phases de contorsion, certaines avec de la colère, d'autres avec panique. Le tremblement du directeur financier a peut-être été de la fatigue, mais la demande abrupte du CFO pour l'indemnisation immédiate en dise long. Je me suis assis sur la touche, ma réflexion clignote dans la surface polie de l'écran, à la fois participant et observateur dans le démêlage. Les journalistes, implacables, étaient descendus sur l'histoire. Simon Alvarez, le journaliste que j'avais autrefois informé de manière anonyme pendant les premiers jours de Crimson, a publié un exposé en première page, Pride avant l'automne, l'investisseur qui est parti. Lui a raconté l'insulte humiliante du petit déjeuner de Cynthia, la confrontation explosive de Miranda, ma sortie silencieuse et la route du marché ultérieur. Dans l'article, il a cité un ancien cadre de Carvé Med qui a décrit une atmosphère d'orgueil et de complaisance, un acte d'accusation du style de leadership de Cynthia qui a piqué avec une précision étrange. J'ai relu la pièce et j'ai permis un petit sourire mesuré. Le récit s'était complètement déplacé, David triomphant Goliath dans l'étalement brillant des capitaux propres de la santé. À la fin de la semaine, les rumeurs d'une révolte des actionnaires tourbillonnaient. Une faction dirigée par un membre du conseil d'administration à la retraite a distribué une pétition pour retirer Cynthia de ses rôles exécutifs, invoquant une mauvaise gestion grossière et un préjudice de réputation irréparable. Jour après jour, son cercle d'alliés s'est dissous, soit défaut pour sauver leur propre carrière, soit être tranquillement demandé de démissionner dans l'entretien ménager des entreprises. Le même conseil qui a autrefois salué son héritage familial fort, a délibéré son sort avec des calculs de logique froide et de profit. Dans des emails qui se sont divulgués comme si. Confirmant chaque axiome que j'ai tenu sur la nature humaine, Cynthia a été critiquée pour ne pas divulguer les informations critiques des investisseurs et le manque de prévoyance stratégique. Peut-être le moment le plus satisfaisant est arrivé lorsque la principale société de relations publiques de Carvé, auparavant fière de vanter Cynthia comme le visage de l'innovation compatissante, a envoyé une mémoture demandant la résiliation de leur contrat. Dans le langage TUR de la licenciement d'entreprise, ils ont cité les problèmes d'alignement de la marque et les conflits d'intérêts publics inconciliables. C'était le genre de coup de couteau oblique qui n'a laissé aucune blessure visible, mais a indiqué un message clair. Nous ne voulons plus être associés à vous. J'ai déposé la nouvelle aux côtés des autres, un témoignage de l'effondrement précis de l'empire de Cynthia. Pourtant, au milieu du chaos que j'avais conçu, je suis resté attentif aux conséquences collatérales. Le texte de Miranda est arrivé cet après-midi. Les licenciements commencent aujourd'hui. Ces paroles étaient en fait. Ce n'était pas vindicatif, mais inévitable. Le conseil d'administration de Carvermed avait approuvé la réduction de 200 positions pour consolider la liquidité, les licenciements ondulés par le personnel de soutien, les techniciens de laboratoire et les gestionnaires subalternes. J'ai ressenti un coup de regret pour les innocents qui porteraient les retombées de nos actions. Business Move a produit des victimes et j'avais délibérément choisi ce champ de bataille. Mais le souvenir de l'humiliation du petit déjeuner a persisté, un rappel que le renoncement à la cruauté sans conséquence n'a fait que perpétuer le cycle. J'ai rédigé une note privée à Tobias. Évaluer le potentiel du programme de sculpture. Offrer une indemnité de départ aux employés touchés si possible. C'était un geste peu susceptible d'atteindre les personnes touchées, mais c'était un clin d'œil au principe que la justice ne devrait pas être une douleur vindicative. La civilisation a exigé une mesure d'empathie, même quand on exerçait le pouvoir pour humilier un autre. Tobias a répondu qu'il explorerait des voies légales pour atténuer l'impact, mais a averti que Carvé Med Solveni avait priorité. J'ai accepté que les royaumes tombent, mais les gens durent. Ce soir-là, je suis sorti sur le balcon de mon appartement de grande hauteur et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller en dessous. La distance a prêté une perspective dont j'avais envie. Les drames d'entreprise ont été réduits à des points clignotants de fenêtres de bureaux, la danse sans fin de l'ambition et de la chute. Miranda m'a rejoint, se penchant à mon côté. Nous nous tenions en silence, écoutant le rugissement lointain de la circulation et le bourdonnement de la vie qui ne s'arrêtait pas pour le scandale ni la rétribution célèbre.
Je n'ai pas anticipé les licenciements, dit-elle tranquillement, posant sa tête sur mon épaule. Je déteste que les gens souffrent à cause de cela. J'ai enroulé un bras autour d'elle et j'ai hoché la tête. Je sais, mais ce n'était jamais personnel contre eux. C'était un calcul pour le système qui permettait à la cruauté de rester impunie. Elle hocha la tête contre moi, les yeux reflétant la lueur de la ville. Le monde de Cynthia est brisé. Je souhaite juste que cela n'ait pas l'impression que tout le monde était en garantie. J'ai placé un baiser sur son temple. Nous trouverons un moyen d'aider ceux que nous pouvons, et nous tirons rapidement de ce qui compte. Alors que nous nous tenions ensemble dans la lumière qui s'estompe, j'ai réalisé que les fissures de l'empire que j'avais renversé étaient plus que ce que je n'avais négocié. Car Vermed l'effondrement était la preuve de l'impermanence du pouvoir et un avertissement que chaque empire, aussi vénérable, repose sur un terrain fragile. Mais je le savais avec certitude. Le jour où j'ai adopté le silence en tant que stratégie, puis déclenché la révélation a été le jour où j'ai récupéré ma dignité et montré au monde que même les déchets peuvent exercer une influence lorsqu'ils sont exercés avec intention. Un mois plus tard, je me suis retrouvé à passer devant la succession de Cynthia en route vers une réunion client. Le soleil du début de l'après-midi retraçant de longues ombres sur sa pelouse autrefois entretenue. Les portes étaient un pot, une invitation silencieuse au chaos, et j'ai ralenti la voiture alors que je passais les parterres de fleurs envahies. Les mauvaises herbes bouclées autour du bain d'oiseaux en pierre. Les rosiers s'affaissèrent sous leur propre poids non émis, et la fontaine dans la cour était sèche et craquelée. Il semblait abandonné, une enveloppe d'élégance laissée pourrir. À l'intérieur, à travers les hautes fenêtres, j'ai aperçu Cynthia elle-même, se sont penchés dans un pull fané, arrosant un lit de marguerite avec une boîte tachée de rouille. Les perles étaient oubliées sur une table d'appoint, et ses cheveux, généralement épinglés dans un chinon immaculé, s'étaient échappés dans des mèches lâches contre son cou. Le plaquage du contrôle avait disparu. Elle a déménagé avec la grâce maladroite de quelqu'un qui avait perdu le public et le but. Je me suis garé dans la rue, des cœurs bégayant alors que je regardais ses pattes, une main sur la boîte d'arrosage, les yeux fixés sur une seule floraison qui avait survécu à la négligence. Je suis entré sur le chemin du gravier et je me suis approché. Elle a surpris, de l'eau coulant sur les marguerites éleva les yeux. Pour la première fois, j'ai vu la vulnérabilité brute sur son visage. Vénage, oui, mais aussi un scintillement de quelque chose de plus doux. Le regret, peut-être, elle a offert un sourire tremblant. Malcolm, dit-elle, voix mince. J'ai hésité, surpris par l'éperon de l'inquiétude qui a fait de ma poitrine. Cynthia, répondis-je, gardant mon ton mesuré. J'ai fait un geste vers le jardin. C'est calme ici, rit-elle, un son cassant comme du verre brisé. C'est le point. Pas de paysagiste maintenant. Pas de domestique, pas de réunion de planches, juste moi et ses fleurs. Elle a pointé les pétales flétris. Ils n'ont pas besoin de beaucoup pour fleurir, mais quelqu'un doit les soigner. J'ai hoché la tête, en comprenant plus que ce à quoi je m'attendais. Ils me le font. Je me suis dit à verser un flux de la terre et de me faire bien, en regardant le sol. Pourtant, si je regarde un étranger, je reçois son monde. Secoua doucement la tête et sourit, une triste tournure sur son sang-froid habituel. Faites-le moi-même. Je l'ai laissé dans le jardin calme, la brise de l'après-midi remuant les pédales et je suis parti, en sentant une sympathie inattendue pour la femme qui m'avait une fois condamné à des déchets sans valeur. Peut-être que le silence nous avait appris à la fois la valeur des soins et de la rédemption, comme une tendre floraison, nécessitait du temps et de l'attention pour se développer. La lettre de Miranda est arrivée un vendredi matin net, glissée sous ma porte comme un murmure du passé. Je l'ai trouvée à côté de ma tasse de café, la papeterie portant sa cursive soignée, chaque boucle et courbe gravée avec le poids de chaque mot non dit. Je me suis assis à mon bureau, le soleil filtrant à travers les stores dans des lignes parallèles à travers la page, et j'ai lu ses excuses, ses remords sincères, son désir calme et une seule ligne qui coule plus profondément que toute insulte. J'aurais aimé parler ce matin-là. Je vous laisse rester seul et je ne mérite pas de vous demander de rester. J'ai plié les lettres lentement, les doigts brossant les plis comme si peur de briser l'espoir fragile à l'intérieur. Je me suis souvenu de ce dernier petit déjeuner. Comment le jugement sévère de Cynthia avait fait l'écho au mur. Comment le silence m'avait plié dans sa poignée impitoyable. Je me suis souvenu du choix que j'avais fait pour m'éloigner en silence, pour laisser cette absence en dire long. Et je me suis souvenu du pouvoir que le silence m'avait donné, de la force de la révélation qui a suivi et de la nouvelle aube que nous avions forgée de ces fractures. Les paroles de Miranda tremblaient entre le regret et l'espoir,
une offrande de vulnérabilité que je craignais autrefois qu'elle manquait. Je me penchai en arrière, les yeux dérivant à l'horizon au-delà de ma fenêtre, où les toits de la ville ont rencontré l'aube. Sur cette distance, la promesse de Seattle. Les eaux agitées, la force à feuilles persistantes et un futur dépanneux par les vieux griefs. Je me tenais, lissant ma veste et glissa mon manteau. À l'extérieur, l'air du matin était frais et vivant, un rappel que chaque fin se déroulait à l'intérieur. J'ai marché les quelques pâtés de maison jusqu'au café où nous avions rencontré pour la première fois. Miranda se percha à une table d'angle, la lumière du soleil dansant dans ses cheveux et l'anticipation dans ses yeux. Elle se leva quand je suis entré, la lettre jetant un œil de son sac comme une balise. J'ai fermé la distance et s'est assis en face d'elle, le cœur stable mais en course. Elle parlait en premier, la voix douce mais inébranlable. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour les leçons en silence et la chance de trouver ma voie. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de clarté. J'ai atteint la table et je lui ai pris la main, sentant la chaleur de sa paume, le pouls de l'histoire partagée. Ce n'était pas facile, j'ai admis, mais ça m'a appris plus que ce à quoi je m'attendais. Le silence peut être une stratégie, oui, mais c'est aussi un espace où la vérité rassemble la force. Je m'arrêtai, traçant le grain du bois sous nos mains. Je crois toujours en nous si vous le faites. Le sourire de Miranda était stable cette fois, sans surveillance. Je le fais, elle m'a serré la main, et dans ce geste, j'ai ressenti une réconciliation finale. L'orgueil et l'humilité entrelacés, le pardon et la résolution alignés. Nous nous sommes assis ensemble pendant que la ville se réveillait. Deux voix prêtes à façonner notre propre récit. J'ai plié sa lettre et l'ai glissée dans ma poche. Un rappel que le pouvoir du silence ne réside pas en absence, mais dans ce qui suit. Les mots peuvent blessure, mais le silence demande l'attention. Et lorsque nous choisissons de parler à nouveau, nos voix portent le poids de la sagesse gagnée. Alors que je levais mon café à mes lèvres, j'ai réalisé que l'homme qu'ils appelaient autrefois la poubelle tenait maintenant son avenir fermement entre ses mains. Et à côté de lui, la femme qui a appris que parfois le plus grand pouvoir réside dans la rupture du silence.